Steven Studio. Qui disait qu'on s'arrêterait à 4 films? Eh oui les amis, bienvenue dans Hermite Critique, l'émission critique d'Hermite. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux 4 derniers opus de la saga Harry Potter. Eh ben oui, vous croyez quoi? Ben oui, ma petite dame, vous croyez quoi? Qu'on va d'un coup, ouais, en cours de route, on va se barrer, on va faire une autre saga et tout. Bah non, quand tu es Harry Potter, on n'est pas trop con. Bah oui, tu crois ça, tout ça? Bah va bien te faire enculer. Bon, voilà les petits viewers du 21e siècle. On a bien rigolé, on s'est bien marré, on a bien joué au con. Maintenant, on va rester un petit peu sérieux parce que bon, on a 4 films, on a du bon pain sur la planche. Donc on va se mettre tout de suite au 5e film, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, sorti en 2007. Non, j'ai rien à compenser. Et putain, c'est clairement pas mon préféré de la saga. Même si objectivement, il reste très très bon quand même. C'est plus du ressenti personnel qu'autre chose. Mais bon, passons directement au pitch du film. Donc, Harry Potter est toujours chez ses putains de Dursley, et il se fait attaquer avec son cousin par des détraqueurs. Et comme il est encore mineur, il utilise la magie, et les keufs, ou plutôt le ministre de la magie, ne sont pas contents. Pas du tout. Donc Voldemort est de retour dans le monde des sorciers, et parmi les vivants, et le ministre de la magie, il aime pas trop cet état de fait. Donc, comment dire, il va discréditer Dumbledore et Harry Potter. Le gouvernement. J'aime le gouvernement. Et comme si c'était pas assez la merde dans le monde des sorciers, le ministre de la magie va engager une connasse rose appelée Dolores Ombrage pour chapeauter tout ce qui se passe à Poudlard et prendre un petit peu le contrôle. Ouais! Cette fois-ci, la réalisation du film est confiée à David Yates, qui réalisera le reste de la saga. Et il a fait un putain de bon job, sans déconner. En effet, que ce soit les coupures de journaux pour faire les transitions, les rêves de Harry, sur un montage frénétique avec des images percutantes, ou même l'univers de J.K. Rowling retranscrit de manière plus sombre mais fidèle, David Yates fait vraiment un très bon travail sur ce 5e film. Aussi, L'Ordre du Phénix est le livre le plus conséquent de la saga, du coup il a fallu vraiment condenser tout ça. Pour le coup, David Yates excelle vraiment dans son rôle de réalisateur. En effet, lorsqu'il faut passer d'une scène à l'autre rapidement pour faire avancer l'intrigue, il le fait en seulement quelques plans. A contrario, quand l'instant est réellement important, il réussit à prendre son temps comme avec la mort de Sirius Black, qui est extrêmement longue, pour montrer la douleur qu'elle évoque chez Harry, et en plus, elle est silencieuse. Par contre, pour ce qui est des personnages, c'est un petit peu en demi-teinte. On a Gary Oldman en Sirius Black, Alan Rickman en Rogue, Maggie Smith en McGonagall. Ils restent géniaux, franchement, ce sont des acteurs comme ça. D'ailleurs, Imelda Staunton qui joue Ombrage, donc qui a un nom imprononçable, mais c'est pas grave, c'est un personnage magnifiquement génial, sans déconner. Genre, on la déteste quand même plus que Voldemort. Genre, c'est pas rien. Genre, t'es là, t'as envie. T'es là, t'es... Ombrage, t'aimes bien. Mais même si plusieurs des acteurs ados restent géniaux, il y a quand même certains personnages qui restent insupportables. À commencer par Harry lui-même. Ta gueule de chat. Oui, non, parce que Harry, avec sa pseudo-crise d'ado, en mode « Ah non, Ron, laisse-moi tranquille, tu me connais pas !» Il me... Et Bellatrix Lestrange. Je sais que c'est un des persos préférés des fans, mais personnellement, elle m'insupporte au plus haut point. En plus, c'est la femme de Tim Burton et j'aime pas Tim Burton. Merci les haineux. Allez, dans les commentaires. Non pas que je déteste l'actrice, elle a fait de très bons rôles, mais dans ce film, je trouve que son surjeu est vraiment malvenu, de par le film qui est vraiment sombre et sérieux. Après, attention, tout cela est personnel, bien entendu, ce n'est pas objectif, c'est une critique. Les costumes et les décors sont toujours aussi bons, hein, sans déconner, j'ai rien à dire. D'ailleurs, c'est dans ce film-là qu'on a le premier film en décor entièrement réalisé en image de synthèse, La Salle des Prophéties. En ce qui concerne la musique, on passe de Patrick Doyle à Nicholas Hooper. Nicholas Hooper qui donnera de putain de bonne musique pour la saga. Il nous livrera entre autres le thème de Dolores Ombrage qui reste un des meilleurs thèmes de la saga. Écoutez. Ouais, vous avez vu, ça s'accorde bien au côté strict et insupportable d'Ombrage, ce côté irritant. En bilan, donc, un film qui reste objectivement très très bon, mais qui personnellement n'a pas réussi à me séduire, que ce soit avec certains personnages assez irritants, et je ne parle pas d'Ombrage, ou même une histoire et une ambiance qui ne m'ont pas vraiment convaincu. Mais bon.
comme j'ai dit, ça reste quand même un bon film. On passe donc au 6e film, un des plus détestés et par conséquent un de mes préférés. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, sorti en 2009. Pour changer, dans ce 6e film, Harry Potter est de retour à Poudlard pour une 6e année. Putain, c'est long les études chez les sorciers. Et du coup, Voldemort est publiquement de retour. Maintenant, tout le monde sait qu'il est là et tout le monde flippe sa race, parce qu'on est quand même aux prémices d'une guerre. Et Harry, pendant cette année, ne va pas suivre ses cours de mathématiques ou de philosophie. Il va devoir chercher le point faible de Voldemort à travers des souvenirs de Dumbledore. Mais Harry va devoir trouver un autre souvenir. Celui qui dit quel est le secret de Voldemort. Ouh, j'ai peur. Putain, j'aime tout dans ce film, à commencer par la réalisation. Parce que David Yates a toujours fait un excellent travail, mais ici, il prend un peu plus son temps, de par le fait qu'il essaie de moins coller au livre. Et en plus, le travail de lumière et d'étalonnage est génial, avec un ton un peu plus verdâtre, tout ça pour s'adapter au thème de la pancine. D'ailleurs, en parlant des scènes de la pancine, je trouve ces scènes vraiment réussies. Que ce soit la performance d'acteur du jeune Voldemort qui est vraiment flippant, quoi, ou l'étalonnage verdâtre, ou même l'effet brumeux rappelant les rêves dont on ne se souvient pas, le côté immatériel, je trouve ça génial. Du coup, quelque chose que j'ai adoré dans le film et que beaucoup ont détesté, c'est le fait que David Yates ait choisi de plus s'attarder sur les personnages et faire un point sur eux et leurs relations, plutôt que de mettre en avant l'histoire. D'ailleurs, le youtubeur Durandal a très bien expliqué ça, en montrant que c'était pour justifier le fait qu'ils se battent plus tard dans les rues de la mort. Ce sont leurs motivations. Les motivations étant bien entendu leurs copines, leurs copains, leurs amis, leurs amours, leurs emmerdes, leur famille, tout le bordel. Tous les personnages qu'on connaît déjà sont toujours aussi bons, hein. Même Harry est redevenu supportable, mais dans ce film-là, on découvre un personnage que j'affectionne particulièrement, le professeur Horace Slughorn, joué par Jim Broadbent, et qui est à la fois drôle, mais en plus très attachant. L'évolution des personnages est d'ailleurs très appréciable dans ce film, que ce soit Ron avec ses petites amourettes dignes d'adolescents de Twilight, qui le mènent jusqu'à une relation sérieuse et sincère avec Hermione, ou la relation, quoique un petit peu forcée, entre Harry et Ginny. D'ailleurs, j'adore la théorie du filtre d'amour. Vous voyez ça sur internet. Ensuite, je suis désolé, il y a une raison pour laquelle vous pouvez aimer ce film. Il rend les personnages de Rogue et de Drago intéressants. C'est pas rien non plus. Oui, non, parce que là, ils deviennent au moins autre chose que des archétypes de chieurs. Hein. Rogue devient un agent double dont on ne sait pas de quel côté il est. Et Drago, lui, c'est pas totalement un fils de pute, il est juste entraîné par sa famille du côté obscur de la force. Comment parler du 6e film sans évoquer la mort de Albus Perceval Wulfric Brian Dumbledore? La mort qui a d'ailleurs choqué le monde des sorciers et les fans, moi y compris. Enfin, j'étais choqué jusqu'à ce que je vois le dernier film où j'ai compris qui était Dumbledore. Quoi. Culé. Après, même si elle reste secondaire, la recherche dans les souvenirs de la faiblesse de Voldemort reste assez divertissante et en plus, elle montre quand même quelques difficultés pour l'avenir de nos héros. Donc c'est tout bénef. Et en ce qui concerne la musique, cette fois-ci c'est toujours Nicholas Hooper, mais j'ai vraiment pas grand chose à dire sur sa BO, aucun thème ne m'ayant réellement marqué cette fois-ci. Mais elle fait toujours le café. Enfin bref, vous l'aurez compris, ce film m'a fait kiffer pour le vent d'air frais qu'il amène dans la saga, et aussi pour son ton léger se terminant par une note grave, ramenant nos amis à la réalité et aux épreuves qu'ils affronteront dans la dernière aventure. Le terrain est donc préparé pour la dernière aventure de notre sorcier à lunettes, à commencer par Harry Potter et les reliques de la mort partie 1, sorti en 2010. Le pitch de ce film d'Harry Potter est clairement différent des autres. Cette fois-ci, ils ne vont pas à Poudlard, mais Ron, Harry et Hermione partent à la recherche des Horcruxes pour les détruire et détruire Voldemort. Autant dire que ça change un peu et que ça fait du bien. Alors déjà, c'était un vrai film de guerre, et le présenter de cette forme, c'est la meilleure décision qu'ait pu prendre David Yates. Ce dernier a fait un travail excellent avec cet opus de Harry Potter. Il lui a donné sa propre âme, tout comme il l'a fait aux 2 précédents, et tout comme il le fera au dernier. J'aime particulièrement le contraste entre la terreur imposée par le règne de Voldemort et l'ambiance plutôt calme et posée du film, qui pourrait rappeler un 39-45 dans le monde des sorciers. Donc comment rendre la quête de nos héros encore plus compliquée? Les rendre seuls au monde, sans savoir qui sont leurs alliés ou même leurs ennemis. En bref, ils ne peuvent se fier à personne. Le film transpire le désespoir, que ce soit par les situations plus que précaires de nos héros, ou l'impossibilité qu'ils ont à détruire les Horcruxes. Les Horcruxes étant bien entendu les parts de l'âme de Voldemort pour les incultes. Aussi, cette quête des Horcruxes est affreusement compliquée. Que ce soit la difficulté qu'ils ont à en trouver et en choper un seul, et la difficulté qui est encore plus grande pour en détruire un seul. Enfin bon, jusqu'au dernier film, mais ça on verra ça plus tard. On découvre dans ce film les reliques de la mort,
3 artefacts complètement craqués, intégrés au récit à travers un conte narré par Hermione, le conte des 3 frères, que je trouve super bien. Que ce soit l'histoire qui en elle-même est très sympathique, enfin très intéressante surtout, ou même l'apparence du conte qui est réellement enchanteur à travers ses formes relativement simples et ses brumes qui intègrent parfaitement le conte au récit. En ce qui concerne les acteurs, rien de bien nouveau, ils sont tous aussi bons, même si Bellatrix Lestrange me saoule toujours un peu autant. Mais bon, ça reste personnel. Ce film d'Harry Potter est marqué par la mort de plusieurs personnages très importants à l'univers, à commencer par Dobby. Dobby que les spectateurs comme les personnages connaissent depuis des années et dont la mort est réellement poignante. On en pleure encore. Mais alors la mort d'Edwige par contre, alors ça, rien à péter. Hein. Alors la chouette elle est là depuis le premier film, c'est un personnage assez iconique de l'univers, elle est morte, on s'en bat les couilles. Hein. À part une remarque de Harry 5 minutes plus tard, on y passera, mais alors totalement. Aucune preuve que Harry est affecté par la mort de cet animal qui le suit depuis des années. Rien à péter, on va l'empailler. Putain, et vous savez combien j'aime Folleuil. J'adore ce personnage. Et bah sa mort, on te la montre même pas. Sa mort, elle est hors champ, sans déconner. Un personnage aimé des fans, qui aurait pu susciter une émotion, il la montre même pas. C'est un énorme gâchis. Même la chouette, elle a le droit à sa putain de mort. Merde! Ensuite, le miroir de Sirius Black gardé par Harry Potter est un petit peu maladroit. Je m'explique. Ce miroir, on n'en entend jamais parler avant ce film-là. Et on ne comprend vraiment pas tout à fait comment il fonctionne. Du coup, à part si t'as lu les livres, tu comprends pas tellement et j'ai pas lu les livres. Du coup, bon, personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu maladroit. Le rythme du film est quant à lui un peu problématique, c'est-à-dire qu'il prend son temps, mais parfois un peu trop. C'est-à-dire qu'il donne un peu l'impression qu'il tire en longueur. Et quand on voit qu'après le deuxième film, tout est frénétique, ça fait un peu trop contraste à mon goût. Et donc pour ce qui est de la musique, cette fois-ci, il s'agit d'Alexandre Desplat, qui s'occupera des 2 derniers opus de la saga, qui nous fait des thèmes assez adéquats, qui s'adaptent vraiment bien au ressenti des personnages et à leur situation désespérée. Donc c'est parfait. Voilà donc mon avis sur Harry Potter et le relique de la mort partie 1, un très bon film avec quelques problèmes de rythme et autres, mais qui n'entache pas le plaisir de visionnage. On va donc maintenant passer à l'ultime aventure, Harry Potter et le relique de la mort partie 2, sortie en 2011. On retrouve Harry et ses amis là où on les avait laissés précédemment. Ils doivent détruire les derniers Horcruxes pour tuer Voldemort, et leurs chemins les mèneront à Poudlard, lieu où tout a commencé et lieu où tout doit se terminer. Pour moi, ce film est un des plus mémorables. Peut-être parce qu'en même temps, c'est le grand final. Je m'explique. Qu'on aime ou pas le film, on peut dire qu'il ne laisse pas au moins indifférent. C'est-à-dire qu'il est riche en rebondissements, en révélations, en intensité, et laisser les héros après 10 ans de visionnage, on peut dire que ça fait au moins un petit pincement au cœur. Pour ce qui est de la réalisation de David Yates, rien à redire, hein, c'est tout comme les opus précédents, donc j'aurais pas vraiment de choses à redire dessus, tout comme les décors et les costumes qui restent magnifiques. Tous les personnages ici sont bouleversés et bouleversants. C'est-à-dire qu'ils jouent le tout pour le tout en risquant leur vie, et honnêtement, voir chacun d'entre eux avoir son petit moment, comme le Villon du Bas, ça fait réellement plaisir. Pour une fois que c'est pas juste Harry et ses amis, encore une fois, ça fait plaisir. Et donc nous allons parler ici de la fameuse histoire de Rogue. Rogue qui a eu une vie de merde, qui s'est fait friendzone, qui s'est fait bisuter et compagnie, qui a protégé Harry, qui a mérité son panthéon, voilà, des héros qui en fait étaient gentils et pas méchants. Je suis désolé, ça reste quand même un gros connard quand même. Certes, il a protégé un peu Harry et compagnie, mais bon, quand tu bisutes quand même les élèves, ça reste quand même un peu saloperie quand même. Beaucoup de quand même. Alors les fans, ne vous énervez pas, attention. Rogue a certes eu une vie de merde, il a protégé Harry et tout. Je dis juste que c'est quand même un peu bâtard de harceler des élèves. Voilà. Vous le prenez, que vous le prenez pas, voilà. En tout cas, il reste moins un enculé que Dumbledore, mais je vais expliquer ça après. Dumbledore, lui, par contre, est un vrai enfoiré. Monsieur, je me sers de Harry et tout, j'attends qu'il grandisse pour le mener à l'abattoir. Narchétane, c'est tout. Je déteste Dumbledore depuis ce jour-là, je suis désolé, il s'est servi de Harry. Et les gens qui le protègent, ben non, ça ne se fait pas. Tu ne te sers pas d'un enfant comme d'un objet. C'est un être vivant. Voilà. Mention spéciale à Maman Weasley qui a tué Lestrange.
Et déjà que j'adorais la maman Weasley, alors maintenant, c'est ma déesse. Et ici, Voldemort est plus bluffant que jamais. Le voir devenir totalement affolé et perdre le sens de la raison en sentant son âme se détruire, se consumer, il donne vraiment froid dans le dos. Un des meilleurs méchants du monde d'ailleurs. Un petit moment émouvant permet aussi de montrer la mort de Fred, un des deux jumeaux Weasley, ainsi que la mort de Lupin et sa femme. Moment extrêmement touchant. Lupin qui est d'ailleurs le meilleur professeur de Poudlard à mes yeux. On découvre aussi d'ailleurs la mort d'une des deux jumelles indiennes, dont on se fout un peu royalement, mais c'est pas grave, et de la petite amie un peu insupportable de Ron dans Le Prince de Sang Mêlé. Elle, c'est un peu plus trash quand même. Et McGonagall, la mamie la plus badass du cinéma, sans déconner, la meuf elle défend Harry, elle attaque Rogue, elle invoque une putain d'armée de statues. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Écoutons-la. Non. C'est génial, sans déconner, c'est les mecs. C'est McGonagall, elle te bifle, elle en a rien à foutre. Et bien entendu, une des scènes les plus mémorables du film, c'est la scène où Harry, Ron et Hermione déambulent dans un Poudlard assaillé de toutes parts, en proie aux flammes et à la destruction, et où ils ne savent pas où donner de la tête tellement les combats sont partout. Cette scène est juste magnifique avec une musique carrément adaptée à la situation. Du coup, la musique d'Alexandre Desplat est toujours bien adaptée aux scènes. Elle lui apporte l'intensité, que ce soit la scène avec McGonagall qui invoque les soldats de pierre, ou même la scène que je viens d'évoquer précédemment où il déambule dans Poudlard. Franchement, Alexandre Desplat, bravo. Pour les mauvais points, il y a quelques trucs qui me dérangent un peu dans le film, à commencer par le rythme. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que les Horcruxes sont soi-disant des artefacts ultra durs à trouver et à détruire. Regardez, Harry Potter, il en détruit un dans le 2. Il y a la bague de la mère qui est détruite dans le 6, et ils en détruisent un dans le 7. En 7 ans, ils en ont détruit que 3. Là, dans ce film-là, ils ont pas arrêté d'enchaîner. Je veux dire, la couronne, le serpent, Harry, ils ont pas arrêté de détruire plein d'Horcruxes en même pas une nuit, en même pas 24 heures. Et je trouve que ça diminue un peu l'impact des objets sur le monde d'Harry Potter. Et après, je trouve Voldemort un peu débile. Je veux dire, le mec, c'est censé être un grand mage noir. Comment ça se fait qu'il est pas au courant que la baguette de Suro, ben, elle lui appartient pas? Je veux dire, n'importe qui sait qu'il faut désarmer un mage pour obtenir sa baguette, en gros. Comment ça se fait qu'il le capte pas en disant « Ouais, non, mais il a tué Rogue ». Je sais pas trop. Si vous pouvez m'éclairer là-dessus, dites-le moi dans les commentaires. Et on va donc parler de l'ultime problème. Voldemort, sans déconner, c'est quoi cette mort de merde? Non, mais non! On s'est tapé 8 films, le mec c'est un excellent méchant, un excellent personnage de film, et tout ce qui se passe c'est un échange de rayons tout pété, où à la fin, puf, haut de boudin et je finis en poussière. Non! Voldemort, tu méritais mieux, tu méritais beaucoup mieux comme mort. Il y a carrément plus d'émotion dans la mort d'Edwige, sans déconner! Bon, après on peut trouver l'épilogue un peu mal branlé avec un vieillissement des acteurs un peu foireux, mais bon, ça va, ça passe largement, je pense. Voilà donc mon avis sur la saga Harry Potter et de ce dernier opus. Une saga donc que je trouve merveilleuse et qui a bercé mon enfance, comme je suppose vous aussi. Voilà. Trouvant le système de notes un peu compliqué, je préfère du coup faire un top de chaque saga, et ici donc un top 8 des films Harry Potter. Je ne déteste aucun opus de la saga, attention, je liste juste du moins bon pour moi au meilleur. Cela reste bien entendu personnel. Ouais, un top fait un peu cancer sur YouTube, non? Ferme ta gueule. Numéro 8, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il est objectivement très bon, mais personnellement j'ai pas réussi à rentrer dedans, et certains personnages m'énervent. Numéro 7, Harry Potter à l'école des sorciers. Un film nous montrant un univers merveilleux et féerique, mais avec parfois des acteurs enfants jouant faux et parfois des moments un peu trop caricaturaux à mon goût. Numéro 6, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Il améliore certains points du premier film, et il est un peu là par dépit, les autres étant simplement meilleurs pour moi, et plus marquants. Numéro 5, Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est un film extrêmement bien réalisé avec des personnages attachants, la première mort d'un personnage, et des moments très cool. Une histoire totalement originale par rapport aux autres. Très bon film. Numéro 4, Harry Potter et la Relique de la Mort partie 1. Un très bon film de guerre, tirant parfois un peu trop en longueur, mais exploitant très bien la psychologie de ses personnages.
Numéro 3, Harry Potter et le Relique de la Mort partie 2. Un final époustouflant pour une aventure de 10 ans. Rien à dire de plus. Numéro 2, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Les personnages évoluent, leurs relations aussi. C'est les derniers moments d'instruction avant de faire face aux ténèbres. Les personnages ne sont pas là pour faire outil au scénario, ce sont de vrais personnages qui vivent leur vie. Et bien entendu, vous l'aurez deviné, numéro 1, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. À mon sens, le meilleur film, une histoire qui est pour moi la plus intéressante, des acteurs toujours justes, une histoire qui devient mature, tout comme leurs personnages, une réalisation parfaite, des musiques géniales, que du bonheur. Voilà les amis, cette rétrospective sur Harry Potter est à présent terminée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine critique. Cette fois-ci, on s'attaquera à... Petite futée.